Bonjour à tous, bienvenue sur Carter et Piston. Alors c'est le numéro 82, nous sommes le 1er septembre, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, c'est le cas. On est reparti pour une deuxième partie de saison qui va être quand même animée par pas mal de choses, pas mal d'événements, pas mal d'essais, comme vous allez pouvoir le remarquer. On a la chance de pouvoir tourner ici à Mettey, dans la salle qui est un peu la salle de sécurité, la salle qui permet d'un petit peu examiner l'état de la piste. On va avoir plusieurs invités pendant cette émission pour parler de l'actualité de Mettey, mais aussi de la Belgium Motorcycle Academy. Et donc, je vous propose de commencer par le sommaire. Yamaha Tracer 9 GT. Le couteau suisse d'Iwata se transforme en une grande voyageuse. Harley-Davidson Street Bob 117, avec son moteur de 1923 cm3 et son incroyable souplesse, bienvenue dans le monde Harley. Kawasaki H2R, une incroyable expérience m'a été offerte sur le circuit de Francorchamps lors du Biker Festival. Actu, divers et variés, toujours en rapport avec le monde de la moto, à ne pas rater. CF Moto 675 NK, Alex est parti au Luxembourg avec toute l'équipe CF pour essayer ce nouveau roadster très attendu. Triumph Speed Triple RS, un roadster musclé qui propose du sport et encore du sport. Eh bien, c'est le moment de commencer cette émission numéro 82. J'ai la chance d'être en la compagnie de Simon Demeuse, directeur du circuit. Alors, Simon, merci de l'invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement ? Déjà, bonjour Arnaud et bienvenue à Mettey. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, me présenter, moi je suis directeur depuis octobre 2023. Ouais. Avant ça, j'ai été l'adjoint de Pierre Gillion pendant 2 ans et encore avant ça, de Philippe Dujardin pendant 3 ans. Donc ça va bientôt faire 6 ans déjà, le temps passe vite, que je travaille ici pour le circuit. Avant ça, j'étais déjà bénévole dans le club pour les événements comme le Superbiker et autres depuis mon plus jeune âge. Donc voilà. Ok, super. Bon, tu as pris donc tes fonctions de directeur du circuit. Alors, c'est certainement pas léger comme responsabilité parce qu'un circuit, ça tourne tout le temps. Quand ça tourne pas, il y a de l'entretien. Ici, aujourd'hui, c'est une journée d'entraînement pour la Belgium Motorcycle Academy. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a tous les membres de l'académie qui tournent et qui font du supermotard et de la vitesse ici sur toute la journée, mais on pourra en reparler plus tard. En termes d'actualité, je veux dire en termes d'événements, c'est la rentrée. Il y a certainement, je sais, un programme chargé. Quels sont les événements phares que vous préparez d'ici à la fin de l'année ? Donc, l'événement phare d'ici à la fin de l'année, c'est évidemment le Superbiker, qui se déroulera les 10, 11, 12 octobre prochains. Ça, c'est vraiment le gros événement de l'année, c'est notre plus gros événement, donc il rassemble plus de 400 pilotes, tous les bénévoles qui vont avec, le public qui nous est fidèle chaque année et que je remercie. Donc là, voilà, c'est vraiment l'événement de l'année ici à Mettey. Oui, le Superbiker, ça reste quand même un événement légendaire. Oui, tout à fait. C'est le plus gros événement supermoto au monde. Donc c'est une grosse fête de la moto qui rassemble tout le monde. Donc, et si je ne dis pas de bêtises, le Superbiker, cette année, c'était déjà le cas l'année passée, comprend aussi la finale du championnat du monde de supermotard ? Oui, tout à fait. Donc on a l'occasion d'accueillir, comme l'année passée, la finale du championnat du monde de supermoto, que Marc Reiner-Schmidt a gagné l'année dernière. Et donc on verra qui sera sacré cette année. Ok, super. En dehors de ça, alors on a vu, moi j'ai vu, parce que c'est comique parce qu'en fait j'ai roulé sur le circuit de Mettey pour la première fois avec Freddy, Steph Mertens, on était une dizaine. Et en fait, on a tourné dans les deux sens sur le circuit. Il n'y avait pas encore de vibreur. Et on était venu faire des tests de son. Et en fait, le but, on était 10-12 pilotes. On pouvait rouler gaz en grand. Alors la piste n'était pas vraiment en état, mais ça, c'est autre chose. Et le but, c'était de trouver le meilleur sens pour tourner sur ce circuit par rapport à l'impact négatif du son sur les riverains. Et donc j'ai roulé sur Mettey dans les deux sens et finalement on a décidé de tourner dans ce sens-là et c'est ça qui a déclenché la construction des vibreurs. Et donc ça fait quand même un bout de temps. Ça fait combien de temps ça doit faire 10-12 ans, non ? Donc l'inauguration du circuit a été faite en mars 2010. Donc on est dans notre 16e saison déjà. Ça donne un coup de vieux. Ça passe vite. Donc oui, voilà, le circuit a vraiment bien évolué. Tu parlais des vibreurs, mais il y a aussi
tous les autres éléments de sécurité, donc que ce soit les bacs à gravier, les air fence, Defender et autres. Alors moi j'ai vu en évolution avec un petit pied en arrière, bon, le circuit est apparu, et puis il y a des box qui sont arrivés, il y a eu la tour, enfin tous les bâtiments ont été refaits. Vous avez créé, bon, on sait que le circuit est transformable en une piste de supermotard. Là-haut, vous avez encore de quoi faire du dirt track. Oui. Vous avez asphalté tout le parking du haut. Il y a encore des étapes qui arrivent avec l'évolution des infrastructures. Alors, comme tu viens de le dire, on a inauguré l'année dernière le centre de maîtrise donc, qui est sur le paddock supérieur. C'est un peu plus de 2 hectares de pistes asphaltées. Donc vraiment pour créer une zone de formation. Donc il est possible d'y faire de la glisse, donc vraiment pour apprendre à maîtriser son véhicule en conditions hivernales ou autres, mais aussi du gymkhana en moto, voilà, ou beaucoup d'autres choses. En fait, c'est une piste multifonction qui permet de quasiment tout faire pour la formation, non seulement des pilotes de haut niveau, mais aussi de monsieur tout le monde. Ok, super. D'ailleurs, moi j'ai prévu dans les sujets qui viennent sur le reste de l'année, je devrais participer à une journée de formation dirt track. Mais on n'a pas encore fixé la date. Mais enfin bon, on se rend compte que ça devient un pôle mécanique finalement. Et ça c'est important parce que c'est génial, ça ne fait qu'augmenter la capacité d'activité et de possibilités pour le circuit et ça c'est pas mal du tout. Alors vous travaillez avec la Mertens Riding School qui est un peu homemade, à savoir qu'aujourd'hui la Mertens School fait partie intégrante de Mété, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est un de nos plus vieux clients. Donc comme tu l'as dit, tu as eu l'occasion de venir rouler avec Stéphane Mertens à la création du circuit. Il y a un virage qui porte son nom. Donc effectivement, la Mertens Riding School a toujours été partenaire de Mété, d'où les Mété Speed Track Day qui sont organisés en collaboration avec nous. Donc oui, c'est un partenaire privilégié de notre circuit, c'est sûr. En fait, donc, forcément, Mertens Riding School est associé à Yamaha. C'est l'occasion donc de vous proposer le premier essai de cette émission. C'est un essai Yamaha Tresor 9 GT, un modèle qui était très attendu, qui a été présenté en grande pompe, qu'on a essayé aussi de manière intensive. Et donc je vous lance ce sujet tout de suite. Voici face à un Tresor 900 GT. Alors bien évidemment, la recette Tresor, on la connaît bien de chez Yamaha. C'est toujours ce fameux CP3 900 cm3 3 cylindres qui est bourré de qualité. Toujours le châssis diamant, partie cycle relativement connue, mais il y a quand même pas mal de choses qui évoluent. En fait, le Tresor 900 est passé en mode GT et c'est donc fortement embourgeoisé en matériel, en équipement, en électronique. Et donc, on va principalement se concentrer sur les évolutions de ce modèle par rapport à la Tresor 900 qu'on connaît tous. C'est vraiment principalement en équipement qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors, c'est vrai que pour un testeur comme moi, eh bien, c'est des motos qui sont difficiles je ne vais pas dire à tester, mais en tout cas à appréhender, parce qu'en fait la quantité de choses disponibles en réglage, en équipement et tout ça est vraiment énorme. Et c'est une moto où il faut déjà un petit peu rouler avec pour bien comprendre à quoi servent tous ces systèmes. Et la liste est vraiment longue. D'ailleurs, je pense que je vais, pour ne rien oublier, je vais passer autour de la moto et je vais essayer de vous faire le tour de tout ce qui est optionnel ou différent, ou faisant partie du paquet GT. Donc on commence par la bulle, c'est la première chose que j'ai devant moi. En fait cette bulle est fort haute, elle est électrique, donc en fait vous allez dans le menu, vous allez dans le réglage, donc vous pouvez faire ça en roulant et en fait elle se déplace de 10 cm vers le haut et vers le bas et donc tout se fait de manière électrique et au commodo. Alors ici on a caméra et radar
pour tout ce qui est au niveau du cruise control, donc quand on est sur l'autoroute pour ne pas se rapprocher trop près d'une voiture ou d'un camion, ce genre de choses. Donc on a vraiment toute cette partie-là qui est vraiment électronique, qui examine en fait tout le poste avant. Alors au niveau de l'éclairage, maintenant on a de l'éclairage ici, de l'éclairage LED adaptatif, donc ça veut dire que cet éclairage éclaire de plus en plus fort quand vous tournez la moto. Et il en est de même pour en fait l'ABS, donc le système de frein qui est effectivement un système d'ABS qui est aussi en cornering et donc qui agit de manière plus sensible quand vous êtes sur l'angle. Donc ça c'est vraiment ici pour la partie devant. Bon, à remarquer quand même que ces phares adaptatifs, c'est quand même vachement bien foutu. L'hiver, quand on roule vraiment par nuit noire, eh bien franchement, la différence est assez énorme. Cette moto est équipée du système YAMT, donc c'est la boîte automatique de chez Yamaha. Donc le Tracer 900 GT est disponible avec ou sans YAMT. Et donc le package YAMT avec la boîte automatique représente un supplément de 800 €. Alors en fait, ce package YAMT est composé de deux composants. Il y en a un qui gère l'embrayage et il y en a un qui gère le quick shifter ou la boîte de vitesse. Et donc ici, sur cette partie-ci, en fait, ça c'est tout le boîtier avec toute la mécanique qui entraîne l'embrayage de manière automatique. Quand on passe ici, bon alors évidemment les commodos sont mouse costauds. À gauche, c'est vraiment, il y en a partout des boutons, à droite un peu moins, mais c'est quand même fort chargé. Bon, le freinage est bien évidemment toujours couplé et toujours ce système d'ABS adaptatif. Et bien évidemment, ici on est à la partie suspension. Alors les suspensions sont des Kayaba semi-électroniques adaptatives. Alors vous avez plusieurs niveaux de confort adaptables en fonction bien évidemment de votre mode, mais vous pouvez aussi personnaliser le niveau de dureté. Alors je dois dire très efficace. Alors je l'ai mis aussi en mode sport où j'ai voulu un peu plus attaquer. C'était un peu plus rigide, c'était un peu plus convaincant, mais finalement moi je l'ai préféré plutôt en mode souple. Bon, c'est évidemment une fourche télescopique inversée, donc en fait vous avez tous ces réglages, vous avez toute l'électronique qui rentre dedans et donc qui modifie les settings de suspension en fonction de la manière dont vous roulez. Alors évidemment, toutes ces suspensions électroniques, elles comprennent, il y a une bonbonne ici qui est pour le réglage automatique, ce qui n'empêche pas que vous avez quand même une molette de réglage de la précharge à l'arrière, à savoir que la précharge peut quand même être augmentée de manière manuelle pour vraiment quand vous êtes fort chargé. Au niveau de l'électronique, je dirais que ce qui est évidemment le plus parlant sur cette moto, c'est que vous vous retrouvez sans levier d'embrayage et sans levier de vitesse. Donc en fait, une fois que vous mettez sur la moto, une fois que vous l'avez mis de droite, vous appuyez sur la gâchette, vous mettez la 1 et puis vous choisissez le mode automatique. Vous avez full automatique D et full automatique D+, qui est légèrement plus sportif. Donc ça veut dire que les passages des vitesses et le rétrogradage des vitesses se fait un peu plus rapidement et les changements de vitesse se font à des moments qui sont un petit peu plus sec et un petit peu plus haut dans les tours pour profiter un peu plus du côté, je dirais, sportif, malgré la boîte automatique. Maintenant, personnellement, ce que je trouve vraiment génial avec le système YAMT, c'est que vous pouvez rester en boîte automatique D ou D+, mais quand même utiliser les gâchettes. Et ça, c'est quand même vraiment génial parce que moi, la plupart du temps, en fait, j'ai roulé en mode automatique et puis de temps en temps, je vois une voiture. Bon, il y a aussi moyen, avec la poignée de gaz, vous faites un petit coup comme ça et elle va rétrograder. Mais dans certains cas, moi je préfère rétrograder 2 rapports pour avoir une meilleure sortie ou pour un débassement. En fait, j'utilise la gâchette et en fait, malgré qu'elle est en automatique, je clique 2 fois sur la gâchette pour rétrograder. Les 2 rapports descendent immédiatement, c'est d'une rapidité bluffante. Et donc, il y a moyen d'un petit peu voyager entre l'automatique et le semi-automatique. Et quand on se prend au jeu, ça devient aussi très sportif. Donc, il y a moyen d'augmenter le rythme, augmenter la dureté des suspensions et là vous êtes parti pour faire un chouette petit rodéo. Ce système YAMT est quand même un vrai plus et il y a quelques années j'aurais eu dur à le dire. Donc au niveau de la bagagerie arrière c'est assez délirant, mais même la bagagerie est keyless. Ça veut dire qu'ici, vous avez boîtier de détection de vos bagages et en fait, il y a moyen de tout simplement tout faire, tout simplement avec la clé. Ici, il y a un petit bouton avec une clé, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller. Et donc, en fait, tout est prévu, mais tout est automatique et c'est assez bluffant. Alors, pour revenir à l'équipement général,
Bon, ben, cette moto, elle est évidemment prévue pour voyager. C'est pas pour rien que c'est une GT, c'est une Grand Tourisme. Alors, je dirais que personnellement, ce que moi je vois par rapport à ce modèle, c'est que, eh bien, il est annoncé pour 231 kg tout plein fait, avec un réservoir de 19 litres et une consommation annoncée de 5 litres, qui s'est avérée être quand même un peu faible, parce que là, j'ai fait une centaine de kilomètres et je suis à la moitié du plein, enfin un peu plus de 100 km, et j'ai pas spécialement roulé. Alors, il y a évidemment le poids, et évidemment, bien, avec tout cet équipement, avec les suspensions électroniques, avec les moteurs de tout, les moteurs de ça, les rajouts, les radars, le keyless, enfin, c'est tellement bourré d'électronique, ça a un poids inévitable. Et donc 231 kg tout plein fait, c'est quand même pas léger, d'autant plus que, selon moi, ce poids ne comprend pas le système YAMT, dont je ne connais pas le poids exact, mais le YAMT représente un surpoids. Bon, ben, je dirais que moi, personnellement, c'est ça qui m'ennuie le plus, parce qu'en fait, ce CP3, ce 900 cm3, qui est rageur, qui est agréable, c'est un moteur qui, forcément, dans la MT-09, avec 30 kg de moins, eh bien, on sent le moteur vivre beaucoup mieux. Alors ici, on a l'impression que le moteur a été un peu bridé, mais ce n'est pas le cas du tout, donc on est toujours avec les 119 chevaux. Mais de manière évidente, il y a tout ce poids à emmener, plus le pilote, et clairement on ressent une différence au guidon au niveau des sensations moteurs. Alors on revient à l'électronique avec tous les systèmes de traction control, de slide control, donc donc il y en a qui se plaignent que je parle en anglais, alors je vais le faire en français. Donc vous avez bien évidemment du contrôle de la traction, donc de l'anti-patinage. Vous avez plusieurs niveaux aussi pour le slide control, donc c'est le contrôle de la glisse à l'accélération. Vous avez aussi de l'anti-wheeling, vous avez beaucoup de réglages, la possibilité d'avoir plusieurs écrans différents, de manager un petit peu la manière dont l'écran se met, si vous voulez, un aspect un peu plus sportif ou moins sportif. Vous avez aussi des connectivités. Alors il y a un petit bac ici qui est vraiment génial. Vous avez un bouton à l'intérieur du carénage et en fait en appuyant, vous l'ouvrez. Vous avez un chargeur pour le GSM et la possibilité d'intégrer votre GSM ici. Donc ça c'est vachement pratique, et se rajoute une prise USB-C juste ici en dessous de l'écran qui vient à peine 10 cm du guidon, et ça moi je l'ai utilisé pour mon téléphone, et donc placement de la prise USB-C vraiment génial. Vous avez évidemment les poignées chauffantes, mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez encore les selles qui sont chauffantes, donc on est vraiment sur un full option total de chez Yamaha avec tout ce qui est possible dessus. Alors évidemment, ça a un prix. On parle de 16 299 € de base. Et donc, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, en fait, avec le système YAMT, on monte à 17 499 €. Et donc, on est bien évidemment... Alors évidemment, ça fait fort grimper le tarif parce que tous ces équipements, au-delà du poids, ben, ils ont forcément un prix. Le prix a été impacté eh bien, sur la moto. Avec mon utilisation étant moins GT, en fait le Tracer 9 de base existe sans toutes ces options, sans le poids, sans toutes les protections, sans les attaches valises et tout ça. Le poids diminue, on a une moto un peu plus vivante, on a une moto un petit peu plus abordable en termes d'électronique, parce que je peux vous assurer, quand vous asseyez pour la première fois sur celle-ci, prenez 10 minutes pour bien aller dans tous les menus et comprendre tout ce qui est possible sur cette moto, parce que c'est vraiment un peu délirant, je dirais même un peu excessif pour moi. Donc, en guise de conclusion, que dire ? Ben, la Tracer 900, elle est restée la Tracer 900, donc c'est une moto extrêmement polyvalente, avec un super moteur, qui malheureusement me semble légèrement dégonflé, mais c'est en raison du poids embarqué. Ça fait de cette moto évidemment une arme de guerre pour aller voyager. Alors effectivement, c'est une moto que vous pouvez emmener tous les week-ends, aller faire des petites bourres le dimanche ou tout ça, donc c'est d'une polyvalence incroyable. Mais là, ils ont vraiment rajouté une couche GT, et donc on est en plein dedans. Et la moto est fort convaincante, même si, comme je vous l'ai dit, il faudra un petit peu de temps pour vous habituer. On se retrouve tout de suite pour un essai. Je vous remercie. Et bien évidemment, surtout maintenant, et comme toujours d'ailleurs, gaffe sur la route!
Voici pour cet essai Yamaha Tracer 900 GT. Alors on va continuer l'émission, j'ai la chance d'avoir encore un intervenant du circuit de Mété, mais pas que. Alors Pierre Gillion à mes côtés, bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Alors bon, toi, je sais que tu as été directeur du circuit pendant quelques années. Tout à fait. Forcément, vous avez une évolution dans le groupe qui fait que tu as pris un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités. Est-ce que je peux te demander de me décrire tes nouvelles responsabilités? Oui, tout à fait. Donc j'ai réintégré l'équipe Zelos ici fin mars de cette année. Et c'est vrai que Zelos, il y a vraiment beaucoup de produits, si je peux dire, au sein de cette société. Mais ici, je m'occupe essentiellement de la distribution de Fantic en Wallonie, à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg. Donc il fallait créer un réseau de concessionnaires et redynamiser la marque. Ouais. Ensuite, j'ai intégré aussi Zelos au niveau des événements, donc Zelos Events. Là, maintenant, je m'occupe de la Mertens Riding School. On va s'occuper aussi avec toute l'équipe de tous les événements qui ont lieu ici au circuit, mais aussi en dehors du circuit. Donc, on a toute une panoplie d'événements qu'on va faire grandir, évoluer. Donc, voilà, ça, c'est un peu les nouveaux défis actuels. Est-ce que tu as aussi des responsabilités dans la Belgian Motorcycle Academy? Voilà, donc à côté de ça, il y a aussi d'autres sociétés qui sont, dans lesquelles Zelos est impliqué, notamment la Belgian Motorcycle Academy. J'en profite pour vous rappeler que la BMA, donc la Belgian Motorcycle Academy, c'est une ASBL qui a été créée pour faire grandir les pilotes, les prendre à l'âge de 7 ans et les faire évoluer vers les sommets pour rejoindre Barry Baltuc, Xavier Siméon. Oui. Voilà, ça c'est un peu le modèle. Oui. Donc il y a 4 cofondateurs. On a la chance d'avoir la fédération, donc la FMWB avec nous. Ensuite, il y a Zelos, Mété XP, donc le circuit de Mété. Et alors on a créé aussi un fonds qui s'appelle le Belgian Motorcycle Fund. Et là c'est un fonds vraiment qui vient aussi aider au niveau du budget, donc vraiment pour faire évoluer les jeunes au mieux et que ça coûte le moins cher possible aux jeunes. Ça c'est l'objectif, c'est de rendre la moto accessible aux talents et les faire évoluer vers les sommets. Oui. Alors ça c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai beaucoup fréquenté Freddy à l'époque puisque j'ai moi-même travaillé chez Zelos pendant un an. Et donc Freddy, son rêve, ça a toujours été de faire grimper la Belgique, faire grimper les pilotes. Et donc en fait c'est le fruit de son imagination, c'est cette Belgian Motorcycle Academy qui est en fait une détection de talent. Pour effectivement trouver le prochain Baltus, le prochain, enfin voilà, c'est à cet âge-là qui commence. Là, ils sont en plein entraînement. Là, ils sont en plein entraînement aujourd'hui, donc voilà, il y a 2 coachs aujourd'hui qui s'occupent de la journée ici au circuit. On a la grande chance de pouvoir bénéficier des infrastructures du circuit quelques fois sur l'année. On a aussi l'espace sur le nouveau circuit sur le... Oui, on en a parlé avec Simon sur la partie supérieure du... Donc c'est vrai que là, on peut faire de la maîtrise de la glisse du Gymkhana. Mais il faut savoir que l'académie, c'est un programme complet. Donc on a remarqué évidemment que maintenant en MotoGP, les pilotes, ils touchaient à toutes les disciplines. Donc aussi bien du cross que du Gymkhana, du dirt track, du trial, du supermotard. Du supermotard évidemment. Donc ici, on essaye vraiment qu'ils aient un programme complet. Enfin, on n'essaye pas, ils ont un programme complet. Mais on a aussi des cours de communication. Enfin, on essaie vraiment qu'ils deviennent les futurs Marquez, Rossi ou autres, vraiment des pilotes complets, mais qui sont aussi aptes à faire une interview, à communiquer. Et voilà, c'est important aussi. Oui, ça c'est super important. C'est vrai que c'est vraiment bien. C'est un aspect à ne pas négliger pour eux parce qu'aujourd'hui, être pilote, c'est aussi être un bon communicateur. Tout à fait. Et ils ne sont pas tous nés avec une bonne communication, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça c'est toujours... c'est vraiment, on essaie de leur apprendre la meilleure manière de devenir pilote professionnel. Ok, super. Le sujet Belgium Motorcycle Academy, on en fera un complet sur la Belgium. Ça, je t'invite à le faire. On va faire. C'est chouette. Je vais aussi tester la piste de dirt track comme tu me l'avais proposé. Ouais. Est-ce que tu as des choses à annoncer? Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui va arriver? Est-ce qu'il y a des nouveaux concepts, des nouveaux projets particuliers ou vous n'allez faire que renforcer tout ce qui existe? On va renforcer ce qui existe et c'est vrai que si vous connaissez Freddy, il a toujours 1000 idées quand il se lève. Et donc c'est vrai que voilà, demain on va pouvoir organiser. On a quelques petites idées. Je lance une piste, c'est un peu un scoop, mais j'ai dans l'idée de faire une course de mobilette ici à Mété. Ah. Donc ça, voilà, on en reparlera. Et, C'est comique, c'est parce que l'année passée, on a participé à une course de mobilette à Mellery. Je me souviens de ton reportage. Et ça, c'était un grand moment. Voilà, mais bon, ça c'est une piste. Déjà, quand je travaillais ici il y a 2 ans, j'avais déjà lancé l'idée. C'était un poisson d'avril à l'époque, mais on a vu que ça fonctionnait. C'était un peu le test. Donc il y a ça. Je pense que tu auras un succès de fou. Hein. Voilà, mais donc il y a différentes choses. Oui, enfin, vous avez
c'est en cours de réflexion, mais on a plein d'idées. Maintenant, il va falloir qu'on les mette en place. Super. Bon, ben écoute, je te remercie pour cette interview. Merci de nous à toi, accueillir chez toi. Si vous le permettez, on va passer au deuxième essai. Donc, c'est l'essai de la Harley-Davidson Street Bob 2025. Je dois avouer que je ne suis pas... Alors, j'ai fait beaucoup d'essais dans ma vie, mais c'est vrai que là, je me lance chez Harley. Donc, je ne me revendique pas comme un grand spécialiste de la marque. Néanmoins, comme néophyte, j'essaye de vous donner mes avis, mes sensations par rapport à ce modèle. Et je vous invite à découvrir ce sujet tout de suite. Bonjour et bienvenue pour un essai Harley-Davidson. Alors aujourd'hui on est sur un Street Bob 2025. On parle d'une moto qui cube 117 inches, ce qui correspond à 1923 cm3. Donc traduction, on est face à un bicylindre de 2 litres de cylindrée. Alors en gros, bien évidemment, la grosse qualité de ces moteurs Harley, bien évidemment, c'est le couple. Et en termes de chiffres, on parle de 156 Nm de couple. Et ça, je peux vous assurer que c'est énorme. D'ailleurs, c'est un moteur qui se roule vraiment sur le couple, comme la majorité des Harley-Davidson. Alors ici, dans le cas présent, en fait, en termes de puissance, on parle quand même de 91 chevaux, mais je vais dire que c'est une donnée, à prendre avec des pincettes, à savoir que la puissance maximale n'a quasiment aucune importance avec ce style de modèle. En fait, ce qui est vraiment génial avec Harley-Davidson, c'est qu'en fait, on roule sur le couple, le pop, 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 pop. C'est d'une souplesse incroyable. Alors forcément, ils ont fait les efforts à ce sujet. Même la boîte est vraiment souple et j'ai vraiment aimé la boîte. Alors évidemment, avec des moteurs comme ça, on a vraiment c'est un plaisir différent. On est chez Harley, c'est une autre philosophie, c'est une autre planète, c'est une autre galaxie. Ici, on n'est pas en recherche de performance, on est en recherche de sensations. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller vite pour se faire plaisir. Et quand je vous dis se faire plaisir, je peux vous assurer que je me suis fait vraiment plaisir avec ce gros pop-pop-pop et ce super moteur de 117 inches. Bon, évidemment, la gamme Harley est énorme et donc Harley-Davidson nous a demandé de présenter ce modèle. Donc c'est un Street Bob, donc qui dit Street Bob, donc Bob de bobber. Vous avez le guidon qui est relativement haut et vous avez les repose-pieds qui sont relativement près du pilote, contrairement à certaines Harley où vous pouvez vraiment aller mettre les repose-pieds plus loin. Donc en fait, c'est un petit peu une position un peu mixte entre le vrai custom et un bobber. On est face à une grosse petite moto. Je m'explique. Bien évidemment, c'est une grosse moto et d'ailleurs son poids en dit long, donc c'est 293 kg en ordre de marche, ce qui ne veut pas dire tout plein fait. Traduction tout plein fait, c'est quand même une moto qui va peser plus de 300 kg et inévitablement ça se fait ressentir. Néanmoins, l'énorme couple du moteur en fait vous fait oublier ce poids. Alors ce poids se retrouve évidemment sur les mises sur l'angle et en termes d'agilité, mais comme on est une fois de plus dans un monde de balade, de tranquille, tout se fait vraiment à l'aise. C'est vraiment une moto, le concept Harley, c'est de pouvoir se balader, de profiter de la route, de profiter des paysages. Alors parfois je pars en première, je mets directement la 2, la 3, vous remettez un coup de gaz, finalement, peu importe, vous pouvez vous tromper de presque 2 rapports, la moto reprend toujours, beaucoup de souplesse, pop, 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 et ça repart et c'est absolument génial. Ça donne vraiment des sensations et je me répète, on n'a pas besoin d'aller vite pour se faire plaisir. Alors quand je dis petite moto, en fait c'est parce que c'est une moto où l'assise est extrêmement basse puisqu'on est à seulement 680 mm et donc ça veut dire que vous avez très facilement les pieds au sol et quand je vous dis très facilement, on est vraiment bas sur la moto et ça, ça va faire plaisir à plein de monde, surtout les gens comme moi
qui ont des petites jambes. Alors, c'est vrai que quand je suis assis sur la moto, je me rends compte que c'est une moto pour laquelle moi, qui mesure 1,72 m, qui n'ai pas des grandes jambes, et bien en fait, quand vous voyez la pliure de mes genoux quand je suis dessus, je me dis quand même que ce n'est pas une moto pour quelqu'un qui fait 1,80 m, 1,90 m, voire 2 mètres. Et donc, dans le cas d'une taille supérieure, eh bien évidemment, comme toujours, chez Harley, vous avez 100 millions d'options et la possibilité d'avancer les repose-pieds pour avoir les pieds un petit peu plus tendus et avoir les jambes un peu plus détendues. Bon, bien évidemment, il y a d'autres modèles chez Harley qui sont équipés du même moteur et qui donnent la possibilité d'avoir une position différente. Donc, je vous invite à aller sur le site d'Harley. Et si ce genre de bécane vous intéresse, vous verrez qu'il y a toutes les tailles. Et le mieux, c'est d'encore aller en concession pour s'asseoir sur chacune d'elles pour trouver celle qui vous convient le mieux. Alors, au niveau des performances moteurs, je vous en ai parlé. Maintenant, on va parler un peu du freinage. Alors, c'est vrai que quand on a une moto de 300 kg et qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'un disque qui est pas de petite taille, c'est raisonnable, mais bon, c'est pas un grand disque, eh bien, on se dit, oui, pour freiner, comment ça va se faire? Et c'est vrai que mes 2-3 premiers freinages, juste avec le frein avant, eh bien, c'est vrai qu'on peut se dire que le freinage, alors évidemment, on est très très loin d'une sportive. Néanmoins, il faut s'aider et vous regardez la pédale de frein arrière qui est bien placée, qui est bien haute. En fait, c'est une moto qui se freine vraiment avec le frein arrière et le frein avant. Et on est vraiment aidé grâce à la taille du disque arrière et la puissance du frein arrière qui, couplé à l'avant, finalement donne un freinage tout à fait convaincant. En termes d'agilité, je ne vous fais pas un dessin, bon, ça reste quand même un gros bébé. Alors quand on voit aussi la géométrie de la moto, bon, ça reste un peu chopper si je peux me permettre. Et donc évidemment, amateur de gymkhana, passez votre chemin. C'est une moto qui s'emmène, qui aime les grandes courbes, comme vous l'aurez vu sur les images. Néanmoins, j'ai quand même été très étonné du rayon de braquage qui est plus que raisonnable, beaucoup plus court que ce que j'aurais pu l'imaginer. Alors on peut remarquer sur cette moto, ils ont mis des jantes à rayons tubeless qui sont absolument magnifiques, qui participent légèrement à l'allègement de la moto. Et une fois de plus, en termes d'agilité, bien évidemment, la taille des roues et la taille de la roue avant a forcément une influence. Donc c'est très stable en virage, mais c'est évidemment pas du tout prévu pour faire des petits virages et des petits virolos. Quand je vous parle d'agilité, bon, on parle aussi évidemment de prise d'angle et la garde au sol n'est que de 125 mm, ce qui est vraiment peu. Et donc de manière assez classique et habituelle chez Harley, les grosses prises d'angle font frotter les repose-pieds et ça n'a rien d'anormal et ça n'a rien de gênant. Personnellement, j'ai fait déjà 120 km, je n'ai pas encore touché les repose-pieds et globalement, il n'y a pas besoin. Alors, au niveau de l'autonomie, on a un bidon qui a une contenance de 13,2 litres. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Alors, la consommation annoncée par le constructeur est de plus ou moins 5 à 5 litres 5. Et ça fait quand même une autonomie qui est relativement raisonnable par rapport à ce type de moto. Bon, quand on parle de confort, et on doit en parler, évidemment, on doit parler des suspensions. Alors, on est sur une fourche Showa, absolument non réglable. On est sur un mono-amortisseur arrière qui, lui, est seulement réglable en précharge comme d'habitude. On est sur des éléments qui sont, bien évidemment, qui favorisent la souplesse, le confort, la balade. Et c'est franchement tout à fait convaincant. La plongée au frein est vraiment légère. Et je dirais que, bon, ils ont eu le temps, depuis le temps que ces motos existent, ils ont eu le temps de trouver le bon équilibre au niveau des suspensions. Et je dois avouer que de ce côté-là, rien à dire. Bon, comme toutes les motos modernes, bien évidemment, cette machine, alors elle a injection, ça c'est une évidence. Bon, alors il y a évidemment une partie électronique. Alors il y a effectivement du traction control que vous pouvez désactiver avec le Komodo ici, ça c'est pas mal, même si je vois pas trop l'intérêt d'enlever le traction control sur une moto pareille. Alors au niveau, je vais dire, du poste de pilotage, on est sur quelque chose de plutôt minimaliste. Dieu merci, on est sur un compteur qui est vraiment tout petit, qui doit faire, je dirais, à peu près 12 cm. Alors, en fait, une fois de plus, pour un peu relater la philosophie de Harley, il n'y a pas de contour. En fait, vous avez juste la vitesse, le contour n'est tout simplement pas indiqué, et la vérité, c'est que c'est absolument pas nécessaire, puisque on ne fait que rouler au couple, et donc, zone rouge ou pas, de toute façon, y aller est une aberration.
On peut quand même noter quelque chose de positif, il y a du cruise control, donc du contrôle de vitesse sur l'autoroute, ce genre de choses, toujours sympa sur ce genre de bécane, pouvoir se bloquer à une vitesse, rouler plan-plan, lâcher les pieds, se décontracter, regarder le paysage et se faire plaisir, ce qui reste tout à fait la base ultime et le principe de base de cette moto. Au niveau des commodos, on est tout à fait sur un produit, on est vraiment chez Harley. Alors déjà, la spécificité de chez Harley, c'est déjà d'avoir les clignots. Vous avez le clignot pour tourner à gauche sur le commodo gauche et vous avez le clignot pour tourner à droite qui est sur la droite. Alors il faut quelques secondes pour un petit peu capter le truc, mais c'est bien foutu et ce qui est aussi super bien foutu, c'est que dès que vous avez tourné, la moto a détecté que vous avez tourné et dès que vous êtes en ligne droite, les clignotants s'arrêtent directement et ça c'est génial. Les commodos sont peu chargés, les boutons sont bien écartés, les boutons sont bien larges et ça c'est super gai parce que c'est très instinctif, on cherche peu, on se fait très vite aux deux commodos. Ils sont vraiment, bon alors ils sont volumineux comme le reste de la bête, mais ils sont vraiment pratiques et bien pensés. Au-dessus des commodos vous avez les rétroviseurs, les rétroviseurs, vu le remplacement très haut et tout ça, pas besoin de vous dire que c'est juste magnifique, vous avez une vue derrière absolument incroyable et donc la qualité de vision vers derrière est absolument parfaite. Alors dernier point que je vais qualifier de positif en termes de confort, en fait c'est cette selle qui est absolument magnifique, qui est en cuir rembourré, alors c'est vraiment confort et j'ai même fait du duo aussi avec cette moto, avec la selle passager qui n'est pas très grande mais qui est quand même très confortable et très épaisse, avec les repose-pieds qui sont ici et donc la position pour le passager est top aussi. C'est tout simplement une Harley Davidson pure souche. On ne peut rien lui enlever, c'est vraiment une moto. Alors ça fait pas très longtemps que j'essaye des Harley Davidson et je dois avouer que j'ai découvert un monde qui m'était inconnu et que je suis heureux d'avoir découvert parce que on est sur vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre galaxie. On est dans un autre monde. On n'est absolument pas en recherche de performance. On a vraiment ce moteur qui donne un plaisir fou. On n'est que sur le couple. On profite, on se balade. Et en fait, le plaisir est bel et bien au rendez-vous, mais avec des plaisirs. Alors, c'est une moto avec laquelle j'ai fait pas mal de kilomètres. C'est une rare moto avec laquelle je n'ai pas de difficulté à respecter les limitations de vitesse tout en prenant du plaisir. Et ça, il n'y a que Harley qui peut vous le proposer aujourd'hui, selon moi. Voyagez avec votre moto. Voyagez avec Bike to Beach. C'était donc l'essai de cette fameuse Street Bob 2025. Alors j'ai la chance de continuer l'émission avec pas n'importe qui. Nous sommes face à Fred Fiorentino. Alors un palmarès comme un building, multidiscipline. Et aujourd'hui, alors en fait, en scoop, sachez qu'on va faire une émission avec Fred le mois prochain, qu'on va tourner chez lui. On va parler de lui, on va parler de son fils, mais donc ça c'est pour le mois prochain. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer plutôt sur la Belgium Academy. Donc en fait, toi, tu as ton magasin qui est ici à 500 mètres du circuit. Donc pour toi, bon, t'es à côté. Donc j'imagine, bon, d'abord, comment tu as rejoint le concept Belgium Motorcycle Academy ? Eh bien, tout simplement, il y a 5 ans d'ici. Il faut savoir que quand j'ai arrêté mes compétitions internationales en 2008, j'ai toujours continué à faire multidiscipline, le Dark Dog Tour et compagnie, toujours un peu d'enduro, du tout-terrain, de la vitesse. Et puis, il y a 5 ans d'ici, je me suis délocalisé. J'habite la région de Binche à l'origine, je suis originaire de là. Et puis, je me suis dit, mon intention était de transmettre mon savoir et de donner des cours principalement. Et je me suis dit, la meilleure des solutions, c'est d'aller à côté du circuit. Oui, effectivement. Donc là, je ne suis pas à 500 mètres, mais à 100 mètres. Donc je suis vraiment au début de la pit lane. Et puis, quand le circuit de Mété a décidé de créer la Belgium Motorcycle Academy, donc voilà, c'était un petit peu le concept de la VR46 Academy. On se dit, si on a besoin de trouver des futurs champions belges, il faut créer une école. Oui, absolument. Donc, de fil en aiguille, on est venu me contacter dans les tout premiers.
pour coacher les jeunes talents. Donc, comment faire? Au début, on a fait une sélection. Ouais. Donc, chaque année, vers le mois d'octobre, fin octobre, début novembre, après le Superbiker, tout un chacun peut s'inscrire pour venir à une sélection. Il y a différents exercices ludiques. Ce n'est pas spécialement le plus rapide qui est sélectionné, mais il y a plusieurs critères. Ouais, le comportement. Bien entendu, il y a le pilotage, multidiscipline, ils font une interview, et puis on les sélectionne. Ils sont repris dans l'académie et toute l'année, on les coach à raison de 2 à 3 fois par mois. Ouais. Des fois les mercredis, des fois les week-ends, comme aujourd'hui on est mercredi, ils sont tous là. Ouais. Et on les coach, on est plus ou moins 4 à 5 coachs. Ouais. Et quelles sont les disciplines, les nombreuses disciplines auxquelles ils participent? Ils font du supermotard. Oui, tout à fait. Ils font de la vitesse. Oui. Ils font du dirt track. Ils font du dirt track, ils font du trial. Du trial, Et ça puis à côté de j'ignorais. ça, il y a toute une préparation, ce qu'on appelle PPG, préparation physique générale. Ouais, c'est bien. Où des fois, quand on travaille avec différents groupes, Ouais. il y a un coach sportif qui est mon ami Greg, qui est en fait un prof de gym, Ouais. qui est un instructeur aussi dans différentes écoles moto. Et il fait un petit peu de préparation physique générale, que ce soit du VTT, un run and bike, du stretching. Ouais, ouais. Avec tout ça, au début d'année, on leur donne quand même un plan d'entraînement à suivre, et il faut qu'il y ait une évolution quand on fait les tests. Et par rapport à la suite des évaluations, vous en sélectionnez combien? Est-ce que c'est variable ou vous vous êtes fixé un nombre à Non, coacher tout par à an? fait, c'est tout à fait variable. C'est-à-dire que s'il y en a que 2 qui sont sélectionnés ou 3, dans l'année, bien entendu, il y en a qui sont... on ne les prend pas que pour 1 an. Oui, il y a Ils sont pris pour 2-3 ans, et il doit bien entendu avoir une évolution, et il doit y avoir des résultats positifs. des résultats positifs dans leur catégorie. C'est clair que, maintenant, il y a toujours des petits couacs quand il y a un qui est blessé ou l'autre. Mais en général, le but, c'est de donner la possibilité à des enfants qui n'ont pas les moyens, par rapport aux parents. Les parents, des fois, ils ne font pas de compétition, ils ne connaissent rien, et nous, on leur donne vraiment les outils pour arriver à monter, à gravir les échelons. Okay. Après, savoir si c'est supermotard, vitesse, tout-terrain, trial, et maintenant, il y a une nouvelle discipline qui est entrée depuis cette année, c'est l'enduro. Ouais. Oui. Donc, c'est vraiment full range. Oui, mais c'est bien, parce que c'est ça qu'il leur faut à cet âge-là. En fait, il faut blinder le disque dur de plein d'infos avec plein de disciplines. Okay. Chaque discipline apporte des qualités aux autres en fonction de la pratique. Et je te fais part des seins, tu le sais mieux que personne. Mais c'est bien. Écoute, j'ai envie de te dire que... Alors, on va faire un sujet sur la Belgian Motorcycle Academy. On prendra le temps d'un petit peu interviewer tous les petits gars et tout ça, donc ça c'est quelque chose qui est prévu. On a prévu ensemble de faire, mais tu le sais peut-être pas encore, une initiation de track ensemble. Ça c'est top, voilà. Ça c'est chouette. Donc ça va être aussi un sujet au top. Le mois prochain on se voit pour parler de toi et ton fils. Alors vous êtes actuellement tous les deux en tête des championnats respectifs dans lesquels vous êtes. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Moi j'ai repris une licence cette année puisque je me suis dit, comme maintenant, mon fils, il est dans un team hollandais avec des Honda, il a son préparateur, son mécano. Je me suis dit plutôt que, comme je coach les jeunes de l'académie aussi le jour des compétitions, plutôt que de les regarder au bord du circuit, j'ai repris une licence et puis la mayonnaise a pris, j'ai repris goût. J'ai presque 56. Donc voilà, il y a une catégorie senior. Et dans les seniors, la première course était ici à Mettey, je me suis senti bien. Et puis il n'y a rien à faire, on a ça dans l'ADN. Et puis ça me permet de rester en forme. Et puis je coach aussi à la Mertens School ici en vitesse. Je fais le dirt track, disons que multidiscipline, et c'est comme ça qu'on reste en forme. Après, pour revenir à l'académie, les jeunes, ils ont tous une discipline préférée, bien sûr, prioritaire, mais c'est très important qu'ils puissent toucher aussi bien au trial qu'au cross, qu'au supermotard. Ça permet d'affiner leurs automatismes et d'exceller dans leur discipline. De toute façon, n'importe quel pilote de MotoGP, ils font tous du dirt track, ils font tous aussi un peu de tout-terrain, même s'ils ne peuvent pas, mais ils le font en cachette. Bien sûr. Donc, il n'y a rien à faire. J'ai rien à faire, tu glisses tout le temps quand tu fais de l'enduro et du cross. Et en fait, eux, à leur niveau, quand tu es en mondial, tu glisses tout le temps de l'avant et de l'arrière.
Et en fait, faire de l'enduro et du cross, ça aide pour la vitesse parce que tu n'arrêtes pas de rattraper des situations en fait. J'ai eu Barry tout jeune, à l'âge de 7-8 ans, déjà en stage de supermoto. Et voilà, il excelle aussi en supermotard. C'est pas qu'il arrive, qu'il ne fait que de la vitesse. Oui, c'est un talent quoi. Exactement. Voilà. Bon, écoute, je te remercie pour cette interview. On se voit d'ici peu chez toi, enfin le mois prochain. Pour parler de tout ça et pour parler de ton fils. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir faire peut-être une petite pause. Il est temps de passer aux actus. Les actus que notre ami Alex a composées comme d'habitude avec beaucoup de talent. Regardez bien ça, il y a pas mal d'infos et ça vaut la peine. Les actus font leur entrée et pour cela on commence tout de suite avec Triumph qui muscle sa gamme avec la nouvelle Scrambler 400 XC, un look néo-rétro, 40 chevaux, roue tubeless et protection off-road. Plus baroudeuse que la 400X, elle arrive en concession dès ce mois de septembre 2025 pour un prix à partir de 7 645 €. La toute nouvelle Moto Morini X-Cape 700 est arrivée. L'aventurier polyvalent italien combine un twin parallèle plus puissant avec des fonctions électroniques avancées, une ergonomie améliorée et des extras saisissants. Avec un prix public conseillé à partir de 8 399 € seulement, TVA et frais de mise à la route compris, la X-Cape 700 offre plus de plaisir que jamais, à un prix très attractif. La Gohan Classic 350 Limited Edition arrive en Europe et donc aussi au Benelux. Cette édition exclusive de la célèbre Classic 350 s'inspire de l'ambiance détendue et colorée de Goa. Avec son style rétro, ses détails soignés et son coloris distinctif, la Gohan Classic séduira aussi bien les passionnés que les collectionneurs. La Royal Enfield Bear 650 est désormais disponible dans une nouvelle couleur tendance, Wild Honey. Cette teinte ajoute une touche de fraîcheur et d'audace au robuste scrambler de la gamme Royal Enfield 650. Les modèles réduits officiels Royal Enfield à l'échelle 1.3 sont de retour. Royal Enfield fait revivre l'héritage emblématique de ses motos en miniature avec une série exclusive de modèles réduits. Ces miniatures de haute qualité fabriquées à la main sont désormais disponibles auprès des concessionnaires officiels Royal Enfield. Chaque modèle est un véritable joyau de l'histoire de Royal Enfield, un véritable accroche-regard pour votre maison, votre showroom ou votre atelier. Les modèles réduits sont disponibles en quantité limitée dans le monde entier. Les séries précédentes se sont rapidement écoulées. Découvrez la QJ Motor SRT 900 SX 2025, un trail routier performant avec son bicylindre de 904 cm3 développant 95 chevaux. Équipé de suspension Marzocchi, de freins Brembo, d'un écran TFT 7 pouces, de commandes rétroéclairées, de connectivité Bluetooth et de nombreux systèmes d'aide à la conduite, elle est idéale pour les longues distances. Accessible au permis A2, elle est disponible à partir de 10 999 €. Le BMW Motorrad GS Trophy 2026 se déroulera en Roumanie, dans les montagnes des Carpates, à la fin de l'été prochain. 15 équipes nationales s'affronteront sur la nouvelle BMW R12 GS sur des terrains variés, forêts denses, pistes de gravier, traversées de rivières et montées raides. Un défi ultime pour les passionnés d'aventure tout-terrain à ne manquer sous aucun prétexte. BMW Motorrad a présenté la BMW R1300 R Titan. C'est une version unique et radicale du roadster Boxer conçu par BMW Motorrad pour le sprint. Moteur Boxer 1300 cm3, châssis monocoque en carbone, échappement Akrapovic en titane et design ultra agressif. C'est un projet exclusif porté par une équipe d'ingénieurs passionnés, sans vocation commerciale, mais c'est avant tout une démonstration du savoir-faire et de l'audace de la marque bavaroise. Harley-Davidson et MotoGP lancent la Harley-Davidson Bagger World Cup, une série mondiale inédite de courses de baggers haute performance. C'est la fusion unique entre le style américain et l'excellence européenne. Au programme, 6 manches sur des circuits emblématiques tels que le Circuit of the America, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon et le Red Bull Ring. La saison débutera en mars 2026. Le retour de la légendaire Ninja ZX6R a été couronné de succès. Parce qu'elle a su rester fidèle à son ADN d'authentique super sportive à moteur 4 cylindres en ligne, cette Kawasaki s'est vendue comme des petits pains. Et ce, à tel point que le stock disponible a été rapidement épuisé. Pas étonnant dès lors que, pour répondre à la demande, Kawasaki lance le modèle 2026 plus tôt que prévu dans les pays du Benelux et ce, dans 2 nouveaux coloris. Il en est de même pour la Versys 650 et la Ninja 650, disponibles également dans de nouveaux coloris pour la nouvelle année. Enfin, nuit noire pour le marché belge des motos neuves en ce début 2025, recul de près de 10% sur les ventes. Pourtant, derrière l'obscurité, le premier semestre a révélé des signes d'espoir, montée en gamme des motos accessibles, intégration massive de la technologie et renouveau du segment électrique. Des modèles abordables côtoient désormais des machines ultra performantes, dans un marché en pleine mutation où tradition et innovation s'entrelacent. Honda brille encore avec une croissance de 20% et CF Moto est toujours en pleine progression.
Pour les autres constructeurs, il ne reste plus qu'à espérer que la lumière se profile enfin au bout du tunnel. C'est la fin de ces actus, et si cette séquence vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, et si vous souhaitez ou non continuer à l'avoir au programme de votre émission. Sur ce, bonne rentrée à tous. Le Maroc vous attire, le Maroc vous intrigue, vous voulez partager une semaine de vacances à moto pour découvrir des paysages inoubliables et fantastiques, eh bien écoutez, c'est simple, appelez-moi ou envoyez-moi un mail. C'était donc les actus du mois. Alors pour le prochain sujet, c'est quelque chose d'assez particulier qui a été complètement improvisé, à savoir que je participais au Biker Festival qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines. Et Kawasaki m'a offert une opportunité assez rare. Ils sont venus me trouver le vendredi soir et ils m'ont proposé de rouler sur une moto qui n'existe pas ou qui n'existe... Alors la vérité c'est qu'elle existe encore, c'est la H2R, la fameuse Kawasaki, qui développe 326 chevaux avec le Ram R, donc à partir de 200 km/h. C'est une moto qui est non immatriculée, non immatriculable, non homologué. Et alors, pour vous donner un peu une idée du bruit, parce que je parle du bruit dans la vidéo, en fait, pour pouvoir passer une moto au test de son à Francorchamps, on doit mettre une moto de 1000 cm3 à 6000 tours et ne pas dépasser 102 dB. Alors sachez que la H2R, au moment où vous l'allumez, au ralenti, elle fait 107 dB. Donc ça vous donne quand même une petite idée de la folie en termes de son. Et quand on est sur la moto, on est entre les 130 à 140 dB. C'est l'équivalent d'un avion au décollage. Et je peux vous assurer que j'avais besoin de mes bouchons. Et j'ai passé un moment assez fantastique. Alors malheureusement, j'ai pas eu de chance parce que j'avais une session entière à ma disposition. Malheureusement, après le 3e tour, il y a eu un drapeau rouge. Donc en fait, la session a été arrêtée. Donc j'ai malheureusement dû un petit peu avorter cet essai. Et bon, alors pas besoin de vous dire, bon, c'est quand même une moto qui a un prix assez conséquent. Et je voulais surtout être prudent et la ramener, donc j'ai commencé doucement, j'ai voulu être progressif. Alors tout change parce que vous avez aussi les points de freinage qui ne sont plus les mêmes parce que vous arrivez beaucoup plus vite. Bon, alors la moto n'est pas aussi légère qu'une sportive, donc les changements d'angle et tout ça. Donc j'ai mis le temps à me mettre dans le bain avec cette moto. Il y a des passages où j'étais bien, d'autres moins, des moments où j'arrivais à mettre gaz à fond, d'autres où je n'osais pas. Et donc ça a donné la vidéo que vous allez découvrir. Et je peux vous assurer que ça a été un très très gros kiff. Merci encore à Kawasaki. Il est beau.
Le truc est complètement plein. Axel, merci. C'est fabuleux expérience. C'était complètement délirant. Ce truc, ça marche. Et alors le bruit est chaud ici. T'as l'impression d'être... Enfin, pourtant, je sais ce que c'est une moto de course. Mais un bruit comme ça, t'as jamais. C'est fabuleux. Bon, j'ai roulé sécu parce que je voulais pas déconner. Vous m'avez vu descendre et monter là. J'essayais de remettre gaz le plus tôt possible, mais il y en a. Je voulais rouler sécu parce qu'il faut pas déconner. Mais par contre, quand tu vois les gars, en fait, dès que tu mets gaz, tu pars et tu les rattrapes à une vitesse complètement dingue. C'est vraiment très très impressionnant. Très très impressionnant. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Axel. En fait, c'est une vraie expérience en fait, parce que quand tu conduis des motos habituelles, moi je pilote des motos de course depuis 20 ans, mais quand on te rajoute 80 chevaux, aujourd'hui une moto de course ça fait entre 200 et 220 chevaux, et là tu en as 300, et quand ça part, et alors ça lève. Heureusement qu'il y a l'aérodynamique, parce que sans aérodynamique, tu es en wheeling, mais tout le temps. Hein. C'est la folie. Ouais, à fond, ouais. Mais très très impressionnant. Et la poussée, quand tu sors de la source et que tu mets gaz et que tu descends. Ouais, première, ouais. Ouais. Et là, t'as tous les gens qui regardent, le bruit qui passe. Et effectivement, t'as la roue en l'air et c'est vraiment super. J'ai vraiment pris un pied monumental. Alors, pour continuer l'émission, eh bien, me voici en compagnie de mon cher associé, Alex Krasinski, filmmaker de renom. Salut. Qui aussi participe aux essais. D'ailleurs, le prochain essai, c'est lui qui l'a fait. On parle de la CF Moto 675 NK que tu as essayé au Luxembourg. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, on a eu un chouette essai au Luxembourg qui a été organisé mi-juillet avec toute l'équipe CF. C'était la présentation presse officielle pour le Benelux. Alors on s'est retrouvés là-bas. Alors forcément, il faut dire que le Luxembourg, c'est vraiment un super terrain de jeu pour aller rouler en moto. Les conditions étaient parfaites, quoique on a démarré la journée sous la pluie. Donc voilà, ils avaient annoncé une météo magnifique, mais bon, on est partis là, tous en petits jeans et tout, machin, on était trempés de chez trempés. Mais bon, la journée s'est vite découverte, il y a une belle journée ensoleillée, toutes les conditions étaient réunies, une moto parfaite pour aller rouler là-bas. J'ai essayé le même moteur, mais dans la partie cycle sportive, la SRR, donc le moteur est tout à fait convaincant, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors c'est sûr que maintenant, c'est un roadster, donc c'est quand même j'ai l'impression même que ce moteur, selon moi, peut-être correspond plus à un roadster qu'à une sportive. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est qu'entre la SRR que tu as essayé sur circuit et effectivement la NK, la cartographie est différente. Ah. Donc en fait, au niveau de la courbe de puissance, c'est pas la même chose du tout. Ouais, il doit avoir des mi-régimes encore plus forts. Exactement. Et donc en fait, c'est une moto qui a vraiment toutes les caractéristiques du 3 cylindres, mais qui marche excessivement bien, même sur la longe. Enfin, je veux dire, voilà, c'était parfait, c'était un vrai terrain de jeu, très agile, très maniable, vraiment. Et au niveau de CF, donc c'était une présentation CF avec tout le staff CF Benelux, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Et le staff augmente, hein. Il y a encore une nouvelle personne qui est arrivée dernièrement. Donc il n'y a rien à faire. Ils sont en pleine ascension et j'allais dire, je pense que on sait très bien que dans le marché de la moto ici en Belgique, il y a quelques marques qui sortent un peu du lot, qui arrivent à se maintenir à une croissance, j'allais dire, plus ou moins linéaire. Là, CF, on est vraiment sur une croissance, j'allais dire, exponentielle. Et je crois que les ambitions pour les années à venir sont tout aussi démesurées. Absolument. Bon, allons droit au but. Voici l'essai de la CF Moto 675 NK.
Bienvenue ici au Grand-Duché du Luxembourg pour la présentation de cette CF Moto 675 NK modèle 2025. Alors, s'il y a bien deux choses à retenir à propos de cette moto, c'est 675 comme sa cylindrée et NK comme Naked, c'est-à-dire que ce moteur, ce nouveau bloc 3 cylindres de chez CF Moto se retrouve dans une partie cycle de Roadster. Au niveau du moteur, donc comme je disais, c'est le nouveau 3 cylindres, c'est le même qui équipe la SRR que nous avons essayé précédemment, qui est la version sportive. C'est un moteur très coupleux, c'est un moteur qui développe pas moins de 90 chevaux pour 70 Nm de couple. Ça marche plutôt bien, il y a des bonnes reprises, les accélérations sont très franches. Le moteur est vraiment très onctueux et ça a été vraiment une grosse surprise parce qu'en fait c'est un 3 cylindres. Et en fait le 3 cylindres est optimisé pour les mi-régimes de manière générale. Et en fait ici, j'ai fait le test tout à l'heure, j'ai effectivement roulé à 30 km/h en 6e vitesse, aux alentours de 1000-1500 tours minute, et en fait le moteur reprend sans aucun à-coup, et il suffit juste effectivement de tirer progressivement sur la poignée et la moto repart vraiment avec, j'allais dire, une cartographie qui est assez linéaire, un mapping qui est assez linéaire comparativement à la SRR que nous avions essayé, qui elle justement était à bas régime un petit peu plus difficile. Alors au-delà effectivement de ces bas régimes et de cette onctuosité du moteur, à haut régime, en fait ce moteur dispose d'une allonge qui est quand même assez intéressante. Ça a été vraiment une très bonne surprise au niveau de ce moteur qui est vraiment très bien réussi et qui fonctionne très très bien. Au niveau de la boîte de vitesse, la moto est équipée en fait d'une boîte 6 avec transmission par chaîne. Elle dispose d'un quick shifter, le quick shifter étant up only, donc c'est-à-dire qu'effectivement on peut monter les vitesses, mais il faudra bien utiliser le levier d'embrayage pour pouvoir rétrograder. Au niveau des composants qui équipent cette moto, eh ben, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on a une moto qui est chinoise mais qui est équipée de composants qui sont quand même de très haute qualité. On y retrouve à l'avant une fourche Kayaba qui est entièrement réglable, de même que pour l'amortisseur arrière. L'empattement de cette moto est très court, les roues sont de 17 pouces, ça la rend très agile, l'angle de chasse est assez fermé et en fait elle reste très agile, très maniable, mais elle rassure surtout en fait, lorsqu'il s'agit de prendre des courbes à grande vitesse ou même de rouler tout simplement à grande vitesse sur de grandes lignes droites. La moto est équipée en fait d'un freinage badgé Rear One, donc c'est une filiale de Brembo, on l'a déjà mentionné. L'ensemble est tout à fait cohérent et le freinage est tout à fait progressif avec un très bon feeling. L'ABS est non déconnectable et il est très peu intrusif. Puisqu'on parle de l'ABS, on va parler un petit peu d'électronique. Au niveau de l'électronique, donc en fait, on retrouve ici au niveau du poste de pilotage un écran TFT de 5 pouces. Toutes les informations sont assez claires, on y retrouve tout ce qu'il faut pour bien piloter, naviguer sa moto et comprendre aussi tout ce qui se passe au niveau de sa moto, puisque la moto est équipée en fait d'un capteur de température des pneus et un capteur de pression des pneus, ce qui est toujours un plus, c'est toujours intéressant. L'ABS, donc comme je disais, est non déconnectable. Il y a un traction control sur cette moto. Le traction control est disponible en 2 niveaux et il est déconnectable. Il est possible de connecter effectivement son smartphone et d'avoir un espèce de CarPlay, enfin ici de MotoPlay, pour pouvoir afficher des informations telles que Google Maps et ce genre de choses. Le tout est bien évidemment commandé par les Komodo dont les boutons sont assez intuitifs, on s'y retrouve assez facilement dans les menus. Voilà, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est vraiment de mieux en mieux et c'est vraiment une moto qui se rapproche de plus en plus des standards actuels. Alors toujours au niveau de l'électronique, on y retrouve des prises USB-A et USB-C, ce qui est toujours un plus lorsqu'on peut connecter un GPS ou notamment connecter son téléphone. Par contre, il faut trouver un emplacement pour pouvoir le connecter parce qu'en fait ici, juste sous le compteur, vous avez un amortisseur de direction qui est bienvenu et qui effectivement est très intéressant. En fait, surtout que cette moto, étant donné qu'elle est très coupleuse et qu'elle est très vive, elle lève facilement en 1, elle lève facilement en 2 et le fait d'avoir cet amortisseur de direction permet de rassurer en fait, le pilote au niveau de son pilotage. Au niveau de la position est quand même assez relaxe. Ça reste un roadster en fait, qui est adapté, j'allais dire, à une utilisation urbaine où vraiment on peut être assez confortable, mais on peut aussi effectivement se mettre dans une position beaucoup plus d'attaque lorsqu'il s'agit effectivement de faire des balades dynamiques les week-ends. Donc c'est vraiment une moto en fait, qui permet de tout faire, qui effectivement fonctionne très très bien en ville, qui fonctionne très très bien en environnement extra-urbain et c'est vraiment une très très bonne surprise. Il y a la possibilité de faire du duo. Je ne vous cache pas que la selle passager est vraiment très minuscule.
possible. Donc je pense que c'est un duo anecdotique, mais en tout cas c'est un des points, j'allais dire peut-être négatifs qu'on peut noter. Au niveau de l'esthétique, ce qu'on peut noter aussi, c'est effectivement toute cette partie, donc en fait la signature vraiment propre à CF avec ce phare diurne à l'avant, avec ce petit V, tout l'éclairage est à LED, donc ça c'est vraiment très chouette. Le look est vraiment bien réussi, je trouve que de nouveau, je n'arrête pas de le dire, mais je trouve que en fait parmi toutes ces chinoises qui arrivent ici sur le marché, CF sait vraiment se démarquer avec ses motos parce qu'ils ont vraiment un design unique. D'ailleurs c'est un bureau de design italien, c'est Modena Forti qui fait le design de cette moto, et elle sort vraiment du lot, elle a vraiment un look un peu racé. Le feu arrière, moi je trouve que le feu arrière au départ j'étais un petit peu dubitatif, mais finalement quand on a roulé en groupe, donc je voyais les motos qui étaient devant moi et je trouvais qu'il y avait une très très belle intégration de ce feu arrière d'ailleurs qui permet justement, qui allume en fait les feux de warning lorsque vous faites un freinage bien appuyé, et qui permet d'avoir un freinage d'urgence, d'annoncer en fait aux personnes qui vous suivent que vous avez un freinage d'urgence en cours. On parlait de la selle, donc au niveau de la selle, en fait ici au niveau du conducteur on est à 810 mm. Franchement c'est une taille qui est correcte. De nouveau j'ai 2 grandes jambes, moi j'ai les 2 pieds bien à plat au sol. Il est possible avec des options de monter cette selle ou il est possible également de la diminuer pour descendre à 1690 mm. La moto fait 189 kg tout plein fait. C'est un rapport poids-puissance qui est très honnêtement et tout à fait correct. Ici, avec un plein au niveau du compteur, il était affiché plus ou moins 230 km. Ça reste cohérent, forcément avec une utilisation quotidienne, une utilisation correcte, sans forcément tirer dedans. À qui s'adresse cette moto? Cette moto s'adresse effectivement à un public qui a envie de posséder un roadster, de rentrer dans le monde des roadsters, j'allais dire moyenne cylindrée, de ce que soit la porte d'entrée vers les grosses cylindrées. C'est une moto qui est vraiment tout à fait cohérente, convaincante, avec ce tout nouveau moteur 675 qui est vrombissant et tout à fait performant. C'est une moto qui, de nouveau, on y retrouve un moteur chinois avec des composants qui sont, j'allais dire, de haute qualité, qui sont haut de gamme. Le tout pour un prix qui est à 6 999 €, donc en dessous de la barre des 7 000 €. Le rapport qualité-prix est absolument incroyable. La moto sera disponible au courant 2026 en A2, ce qui est une chose intéressante. Pourquoi 2026 ? Parce qu'effectivement il y a encore des homologations qui doivent se faire, mais c'est prévu en tout cas par CF. Donc ça permet vraiment d'avoir cette porte d'entrée, de pouvoir évoluer avec cette moto, de commencer avec cette moto et de pouvoir évoluer avec cette moto, ou voire même à ce moment-là passer à autre chose et passer à une plus grosse cylindrée, comme notamment la 800 NK, qui est le modèle un petit peu au-dessus de cette 675 NK. Et donc pour la petite anecdote, en fait, ce que je voulais juste rajouter à propos de CF Moto et pour conclure, c'est qu'en fait il y a quelques jours, il y a quelques mois, en début d'année, j'ai parlé à un de mes amis en lui disant tiens, est-ce que tu connais CF Moto? Et il m'a dit CF Moto, non, je ne connais pas, inconnu au bataillon. Et j'en ai parlé récemment en lui disant écoute, la semaine prochaine je pars au Luxembourg pour essayer la CF Moto, la 675 NK. Et il m'a dit tu sais quoi, CF Moto, j'en vois de plus en plus autour de moi et je me rends compte effectivement qu'ils sont vraiment en train de se faire une place de choix sur le marché, peu importe le secteur ou le segment dans lequel ils se mettent, comme les différents modèles que nous avons essayés dans l'émission. Et donc, si vous regardez bien autour de vous, très honnêtement, vous en verrez de plus en plus et vous êtes vraiment certain que la révolution chinoise est bien en marche. Alors je ne peux que vous conseiller d'aller vous rendre dans un concessionnaire CF pour essayer cette moto, parce que celle-ci, elle va vraiment faire parler d'elle. Eh bien, pour la suite de cette émission, j'ai la chance d'être accompagné de monsieur Michel Wanty, de Wanty Entreprise. Alors, en fait, d'abord, je voudrais vous dire que je suis honoré de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cette émission. Tout le plaisir pour moi. Parce que vous ne le savez sans doute pas, mais grâce à vous, j'ai commencé à rêver jeune de moto. Et en fait, je pense pouvoir dire que sans vous, la vitesse belge ne serait pas où elle est. Bon. Alors moi j'ai des souvenirs, les premiers Wanty que j'ai vus, c'était sur les cuirs de Stéphane Mertens. Et ça c'était déjà au niveau des années 80. Fin des années 80, début 90. Oui. Début 90. Et donc forcément Stéphane a eu votre soutien pendant des années. Et puis en fait tous les top pilotes belges
ont fini par avoir un Wanty sur leur cuir, si je dis pas de bêtises. Tous, c'est exagéré, mais l'aventure a commencé avec René Delabie, qui était un voisin, qui habitait une quinzaine de kilomètres de la maison, et qui nous avait sollicité en tant qu'entreprise, beaucoup moins importante que maintenant, pour essayer de le soutenir. À l'époque, il roulait en 2,5, c'était un peu l'époque du Continental Circus, où on partait avec son camion, sa caravane, son épouse pour faire la mécanique. Et son chien. En même temps, Didier de Radiquez, d'ailleurs, ils étaient plus ou moins contemporains. Et donc, j'étais emballé de pouvoir aider René, parce que la vitesse moto, c'était ma passion. Je ne l'ai jamais pratiqué, mais tout gamin, mon père m'a emmené sur les courses à Chimay, à Florey, Fambété, tous les circuits routiers qu'il y avait dans la région. Et donc, pour moi, c'était une occasion unique de vivre un peu ma passion. Et tout de suite, j'ai embrayé. Et à l'époque, on s'impliquait directement dans le team. C'est pas simplement, voilà, je mets des sous, et puis débrouillons-nous, je fais de la pub. Non, c'était de la passion avant tout. Vous étiez et impliqué. puis, René roulant en Superbike, on a rencontré Stéphane. Et voilà. Et donc, votre premier pilote, le premier pilote que vous avez suivi, c'est donc René Delabie. René Delabie, effectivement. Qui a fait championnat du monde en 2,5 et même en 3,5. Jusqu'en 88 et puis qui est passé en Superbike. Moi, j'avoue que cette génération-là, je ne l'ai pas connue. Moi, j'ai la génération de Richard Hubert aussi. Oui, bien sûr. Enfin bref, j'ai vu. Pas bref, Michel. Siméon, c'était vraiment cette époque-là. Enfin bref, on voit Wanty, pour tout passionné de moto belge, Wanty, ça reste vraiment quelque chose de... D'abord, je dirais merci. Merci pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir votre soutien, parce qu'ils ont été nombreux. Et donc, aujourd'hui, on a Barry. Aujourd'hui, c'est une journée d'écollage pour la Belgium Motorcycle Academy. Donc forcément, il y en a peut-être un ou deux de cette bande-là qui fera partie peut-être du futur aussi de Wanty. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas obligatoirement de Wanty, parce que l'entreprise a peut-être choisi d'autres voies de communication, puisqu'il est fort impliqué dans le vélo. Donc moi, je ne suis plus dans l'entreprise, ce sont mes enfants qui la gèrent. Mais quand même, pour faire plaisir à papa, on fait encore un petit effort pour la moto. Super. Mais disons qu'à titre personnel, je me suis engagé dans l'aventure de suivi des pilotes avec Freddy Tachny. Oui, c'est une longue aventure. J'ai eu la chance de construire ce circuit. Oui. De faire la connaissance de Freddy et toute l'équipe de BT. Puis Freddy, vous le connaissez, c'est quelqu'un de super entreprenant. Et on ne peut pas ne pas le suivre. Donc voilà, j'ai suivi Freddy et j'ai vécu une merveilleuse aventure à ses côtés, à travers les courses de Xavier Siméon. Et puis de Barry qu'on a vu grandir, et puis maintenant il y en a d'autres, il y a Tom qui frappe à la porte, oui, absolument. Et d'autres encore. Et puis il n'y a rien à faire, Barry il est quand même aux avant-postes cette année, ça fait beaucoup de bien. Oui, ça nous fait beaucoup de bien, c'est vrai. Il fait de très belles choses, il a une maturité que je n'avais pas vue depuis longtemps pour un garçon de cet âge-là. Et on lui souhaite évidemment le meilleur. Je crois que l'annonce de ses projets de l'année prochaine arrive fin de semaine, je pense. Donc on va garder ça pour la prochaine émission. Tout à fait. Écoutez, en tout cas... Je suis au courant, mais je ne dirai rien. Voilà. C'était un plaisir. Alors il faut savoir qu'en fait, on est tombé sur M. Wanty tout à fait par hasard au circuit parce que vous êtes venu rouler un petit peu avec vos voitures de collection. Et donc, c'était l'occasion de rêver de vous rencontrer, de vous remercier pour la vitesse belge, de vous remercier pour le passé, de tous ces pilotes qui ont pu arriver au plus haut niveau, entre autres grâce à vous. Et donc, merci pour eux. De mon côté, moi, je remercie le monde de la moto, parce que je connais aussi la moto tout terrain, puisque j'étais partenaire longtemps de Joël Robert dans différentes organisations, et j'ai pratiqué l'enduro. Donc, à un niveau très modeste, mais j'ai gardé aussi beaucoup d'affinités dans le cross, en aidant aussi Clément Dessalles. Donc voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est que tous mes meilleurs amis sont du monde de la moto. Aussi bien amateurs que professionnels, avec René, avec Stéphane, c'est une amitié qui dure depuis 40 ans. C'est une belle et longue aventure dont beaucoup ont profité en tout cas. Donc merci. J'en ai profité aussi. Donc, voilà. C'est pas le grand mal. Pas de faire un grand effort. Le but, c'est de faire un win-win. Voilà. C'est un partenariat qui dure longtemps. Il faut que les deux parties soient contentes. Et donc, c'est bel et bien un win-win. Oui, tout, c'est de partager une passion. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde. Parfait. Je vous remercie pour cette interview. On va passer au prochain sujet. On parle de Triumph, on part essayer une Triumph Speed Triple RS, donc une version un petit peu très sportive de la Speed Triple qu'il était déjà. Et vous allez voir que ça secoue
avec la Triumph Speed Triple RS. Nous voici à l'aérodrome de Namur, qu'on remercie d'ailleurs, pour la présentation de cette Speed Triple 1200 RS 2025. Et, sans vilain jeu de mots, ça avionne sévère. Alors, je vais directement commencer par des chiffres. On va parler chiffres, comme ça, après, les chiffres, c'est fini et je pourrai vous en dire plus sur le reste. Alors, on est sur un moteur de 1160 cm3, c'est un 3 cylindres bien évidemment. C'est une moto qui développe 183 chevaux à 10 750 tours minute. Alors, la zone rouge commence aux alentours des 11 500. Vous avez le couple qui est de 123 Nm à 8 750, donc on est de nouveau sur un couple maximal qui est quand même relativement proche de la puissance maximale aussi. Et ben, c'est normal parce que bien évidemment, pour pouvoir sortir 183 chevaux de ce moteur, eh bien, il a fallu pouvoir le faire monter dans les tours. Et bien évidemment, c'est au désavantage du couple, qui est normalement la qualité principale du 3 cylindres, c'est le couple et les mi-régimes. Mais sur cette moto, vous avez aussi de la longe, et pas un peu. C'est sévère, c'est violent. Alors, en termes de poids, c'est une moto qui est légère. D'ailleurs, il y a de l'aluminium partout. C'est une moto qui ne pèse que 199 kg, tout plein fait. Alors évidemment, pour arriver à ce poids, bon, ben, forcément, ils ont dû utiliser de l'aluminium. Le cadre est en aluminium, l'arrière-cadre est en aluminium, le bras oscillant est en aluminium, vous avez les roues qui sont en aluminium, le guidon est en aluminium, vous avez certainement les têtes fourches en aluminium. Enfin, je veux dire, ils ont allégé au maximum pour ne pas dépasser la barre des 200 kg et c'est réussi. C'est une moto qui, forcément, son rapport poids-puissance est franchement bon puisque 199 kg et 183 chevaux, on est proche du 1-1. Dernier petit chiffre à vous donner, réservoir de 15,5 litres, une consommation annoncée de 5,5 à 6 litres. Alors c'est vrai que quand on tourne la poignée droite, ça suce, mais bon, on peut quand même franchement et objectivement envisager une bonne sortie de 200-250 km. L'évolution de ce modèle, c'est forcément et toujours la même chose. En fait, c'est une prise de cylindrée nécessaire pour garder les valeurs de couple de base, pour ne pas à un moment que ce modèle perde du couple. Et pour aussi aller titiller la concurrence, forcément, il a fallu augmenter en cylindrée pour aller chercher 183 chevaux. Selon moi, il pourrait même aller en chercher plus, mais forcément, ce serait au détriment des mi-régimes et du couple. Donc, ils sont restés sur cette valeur et je peux vous assurer que c'est largement suffisant. Au niveau partie cycle, on est bien évidemment sur du très haut de gamme. Châssis, tout ça, c'est une recette connue, tout ce châssis. Tout a été optimisé pour toujours aller rechercher encore un petit peu d'efficacité, mais là où ils ont fait très fort, c'est qu'ils ont installé évidemment ils ont installé des suspensions Öhlins avant et arrière pilotées. Mais quand je vous dis pilotées, on est dans la gamme d'électronique de suspension que seules quelques motos ont, à savoir que vous pouvez raffermir, vous pouvez mettre plus confort. Alors, par rapport au mode, vous avez forcément l'assouplissement des suspensions qui se rectifie automatiquement, mais vous pouvez rentrer dans le menu, vous avez la possibilité de durcir. En fait, vous avez 10 niveaux, donc vous pouvez augmenter la dureté ou bien le rebond. Enfin, il y a plein de réglages, il y a moyen même d'avoir plus de support à l'accélération, il y a moyen d'avoir plus de support au freinage, et en fait, à chaque fois, il joue sur le transfert des masses au niveau de l'assiette, et donc ça modifie l'hydraulique de compression et de détente à l'avant et à l'arrière pour, à chaque fois, dans chaque phase de pilotage, pouvoir mettre la moto au mieux pour augmenter ses sensations dans les phases de pilotage, et ça, c'est assez génial. Au niveau du freinage, ils ont fait appel à Brembo, ça c'était assez évident. On est sur du Stylema à l'avant.
Donc 2 étriers monoblocs radiaux. Vous avez aussi une pompe de frein radiale, mais encore un petit détail important qui donne bien l'orientation route-piste, c'est que vous avez un MCS Brembo 1921, donc ça veut dire que ça fait varier l'anthrax de la pompe, et en fait ça vous permet d'avoir dans certaines situations plus de feeling pour la route. Par contre, vous pouvez le régler pour avoir quelque chose de beaucoup plus brutal qui est réservé à la piste, pour avoir vraiment un gros freinage de bûcheron et avoir une course plus courte. On va attaquer le gros morceau, c'est évidemment l'électronique. Donc j'ai déjà fait une grosse part avec les suspensions qui sont absolument délirantes au niveau possibilité de réglage électronique. Mais bien évidemment, vous avez les modes. Alors en mode, vous avez le Rain, le Road, le Sport, le Track et le Pilote. Alors le Rain, le Road et le Sport sont pré-enregistrés avec des settings que normalement, vous ne devez pas bouger, et de toute façon, c'est très bien comme ça. Vous avez encore le mode pilote et le mode track, qui, eux, sont complètement paramétrables, et donc vous pouvez là aussi changer. Bien évidemment, il y a des niveaux de traction control, vous avez de l'anti-wheelie, vous avez l'ABS cornering, vous avez aussi un ABS spécial track, donc pour la piste. Alors bizarrement, par rapport à d'autres, ça n'enlève pas complètement l'ABS de la roue arrière, ça tolère des légères glisses, mais quand ça glisse trop, eh bien l'ABS se met en marche, et donc là aussi il y a encore une finesse de réglage au niveau de l'ABS qui est assez inédite. Alors oui, j'ai oublié de parler évidemment du quick shifter. Le quick shifter de cette moto est assez bluffant, c'est selon moi, un des meilleurs quick shifters que je n'ai jamais utilisé, parce qu'il passe à une vitesse complètement hallucinante, c'est doux, c'est net, c'est précis, ça passe en toutes circonstances, et je suis vraiment bluffé par ce quick shifter, parce que en général, le quick shifter fait quand vous passez vraiment des coupures, et là, la coupure est vraiment minime, donc le passage des rapports se fait de manière extrêmement rapide. Bon, mais au niveau du look, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai toujours été fan des speed triples. Bon, personnellement, un peu nostalgique des phares ronds, mais bon, ça a disparu il y a quelques années. Mais bon, elle a quand même gardé les fondamentaux. Ça reste une speed triple avec 2 optiques, avec ce fameux mono de bras qui a disparu à la concurrence. Une belle jante qui est bien dévoilée. Vous avez un échappement qui est personnellement, je le trouve pas mal du tout. La sonorité est franchement pas mal. Vous avez bien évidemment dans le catalogue Triumph des tonnes d'options, mais la bonne nouvelle, c'est que le prix de base de 20 295 € comprend tout ce que je vous ai détaillé, et donc il n'y a pas de pack ni d'options sur cette moto. Bon, en guise de conclusion, vous l'aurez compris, en fait, c'est tout simplement, c'est un avion de chasse. Alors pas un comme ça, un moderne, un vrai, avec une électronique de malade, avec des performances de folie. C'est vraiment une moto, je me répète, mais ne pas à mettre dans toutes les mains. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le permis, de toute façon, il faut quelques années et il faut un petit peu de maîtrise avant de pouvoir passer sur ce genre de machine. Et franchement, c'est nécessaire. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais comment ne pas prendre de plaisir avec un engin pareil? Alors évidemment, on est tout le temps sur la retenue. Moi, je roule avec mon Coyote pour être sûr, parce que c'est vraiment une machine extrêmement performante, hyper bien suspendue, comportement dynamique exceptionnel, vraiment la possibilité de l'adapter, suspension road, souple, avec poignée relax, c'est déjà trop, mais il y a moyen de l'assouplir. Et puis, vous pouvez la mettre en mode fight, où tout est fait pour l'attaque, et aller vous éclater sur circuit. Donc, une moto à 2 visages, et une moto attachante, mais il va vraiment falloir se contenir, respirer profondément et faire un peu de méditation avant de rouler avec cette machine. Et bien voilà, nous voici à la fin de cette émission numéro 82, que j'espère vous avez apprécié. Alors le mois prochain, on arrive avec encore pas mal de surprises, beaucoup d'essais. Alors je vous les cite, Kawasaki ZX4 RR, essais routiers et circuits, Ducati Street Fighter V2S, Bimota Tesi H2 Terra, KTM 1390 Super Duke GT et Harley Davidson Sporter S.
Et donc le programme de l'émission prochaine qui sortira le 1er octobre est déjà bien complète et il y aura encore quelques surprises. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre. On se retrouve en octobre et d'ici là, gaffe sur la route.